Un court extrait de notre entretien avec Pierre Hugerbert. Pour découvrir l'intégralité, le lien est en dessous. Et si vous voulez progresser dans votre jeu grâce à la stat, on a enregistré 4 clés en téléchargement libre, dont le lien est aussi en description. T'as pas joué avec Roger, mais t'as une petite association avec Rapide, avec Andy Murray. Est-ce que c'est lui Ouais. qui te cherchait? Oui, là pour le coup, en fait, c'est lui qui est venu me chercher puisque il revenait de blessure. Ouais. Il s'est venu de se faire opérer et au moment où il m'avait contacté assez tôt dans la saison, il m'avait dit, alors sans me dire que ça serait forcément moi, mais que il aurait voulu, euh, voilà, j'aurais fait partie de ceux potentiels avec qui il aurait voulu jouer, en sachant qu'au moment où il m'a contacté, euh, il savait pas si ça serait son dernier Wimbledon et ses adieux, ou si finalement l'opération allait lui permettre de revenir. Ce qui Ouais. finalement l'opération lui a permis de revenir et même de gagner un tournoi à Anvers. Et c'est vrai que ça a été un petit peu un choix très difficile parce que c'était une période où moi j'avais envie de faire plus de simple et notamment on avait gagné les 4 grands chelems avec Nicolas, j'avais 27 ans. Euh, et je voulais vraiment essayer de faire 6 mois en jouant que le simple, Ouais. voir ce que ça donnait. Parce que c'est vrai que jouer simple et doux sur le circuit, c'est très fatigant parce que il y a certains tournois, on joue son simple le matin et si on est encore en course en double et qu'on a gagné en simple, on joue le double l'après-midi pour rejouer le lendemain et ainsi de suite si jamais on gagne à chaque fois dans les deux tableaux. Et ça amène à beaucoup de fatigue et j'avais jamais vraiment fait l'expérience de jouer que le simple. Donc après avoir gagné en 2019 en Australie, j'ai dit à Nicolas que je voulais vraiment faire moins de simple et ne pas jouer Roland Garros pour voir ce que ça faisait, notamment dans un grand chelem, là où on joue en 5-7, de ne pas jouer le simple et double et faire l'expérience. Et juste à ce moment-là, j'ai une proposition donc à Wimbledon, alors que je n'avais pas du tout prévu de jouer ce tournoi. J'ai une proposition de Murray, voilà, depuis 3 mois et à la fois, je veux rester sur mon objectif de jouer que le simple à Wimbledon, mais à la fois, la proposition est alléchante. C'est Andy Murray à Wimbledon. Donc au départ, je lui dis non, je vais pas pouvoir jouer. 3 mois avant, je lui dis non, mais ça ne sera pas possible. Par contre, il y a Nicolas qui, lui, forcément, n'a pas de partenaire parce que moi, je joue pas en double. Ok. Donc éventuellement, contacte Nicolas. Donc ils l'ont contacté. Au final, Nicolas décide de jouer avec Edouard et Murray revient en me demandant t'es sûr de ne pas vouloir jouer et là, en fait, j'ai pas pu dire non parce que je me voyais pas être devant ma télé et regarder quelqu'un d'autre jouer avec Murray. Que si c'était Nicolas encore, ça allait, mais voir quelqu'un d'autre jouer à ma place, entre guillemets, je sais pas si j'aurais été capable de le vivre. Donc j'ai pris la décision finalement de dire oui en sachant qu'il n'y avait aucune certitude au moment où j'ai dit oui. Je ne savais pas s'il allait être apte à compétitif ou quoi que ce soit. Au final, il se trouve qu'il gagne quand même le Queens avec Lopez sur son premier tournoi retour d'opération. Et donc là, ça change tout à fait le projet, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un Andy Murray, finalement, pas, je savais que ça serait pas en mode exhibition, mais il venait de gagner le tournoi du Queens. Donc en fait, j'avais une pression de dingue. Si on faisait, enfin, j'exagère, mais lui, il se sentait d'être compétitif, quoi. Plus tout ce qui s'est passé ensuite, parce que ça a été forcément difficile à accepter pour Nicolas, ce qui est compréhensif. Et voilà, mais bon, ça a été assez intense. Et d'ailleurs, je pense que j'ai payé un petit peu le prix fort derrière, parce que au niveau pression et tout ce qui a pu se dire, se raconter, et même rien que le fait de jouer en Angleterre avec Andy Murray, c'était vraiment particulier au niveau de la pression. Quand il t'a envoyé le premier texto, tu devais être comme un dingue. Tu te souviens un peu comment t'étais? Ben, le tout premier, au départ, c'est son entraîneur qui est venu me voir. Et la première fois où il est venu me voir, de toute façon, j'envisageais pas de jouer le double. Je m'étais dit Ouais. non, c'est pas une option. La toute première fois. Je me suis dit voilà, non, moi c'est pas une option. Par contre, voilà, il y a Nico qui cherche. Voilà ce que j'ai répondu. Et c'est vrai que l'idée petit à petit s'est dit bon merde, quoi qu'il a. Enfin, je me suis dit dans ta carrière, t'as pas non plus 100 000 fois l'occasion de jouer avec Andy Murray à Wimbledon, quoi. Ouais. Donc ça a commencé un petit peu à germer. C'était non, mais c'était dit ouais, mais peut-être que voilà, Nico il comprendra. C'est quand même dingue. Donc au final, j'ai pas pu dire non parce que l'occasion était trop belle et en plus Nico avait pas forcément
J'avais pas l'intention de jouer avec lui. Je ne voyais pas quelqu'un d'autre jouer avec Andy. Même si ça a été très rapide et que tu as ressenti beaucoup de pression, qu'est-ce que tu as appris de cette association? Est-ce que tu as tiré quelque chose de vraiment utile pour la suite? Mais déjà, ce que j'ai eu la chance de vivre en jouant avec lui, c'est qu'il m'a un petit peu amené dans son monde, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que Andy, il bouge le petit doigt. Il y a cinq articles dans la presse qui vont sortir. Enfin, il est accompagné d'un espèce de nombre de personnes voilà, qui le suivent, qui est assez extraordinaire. Donc, j'ai eu la chance de voir ce que vivait un joueur comme ça au quotidien. Et ensuite, je me suis aussi rendu compte du joueur que c'était, de la hargne qu'il peut avoir, de l'investissement qu'il peut avoir en tant que joueur, parce que j'ai fait des entraînements avec lui, et du passionné que c'est, parce qu'en fait, finalement, il y a beau y avoir tout qui s'agite autour de lui, tout ce qu'il veut, c'est jouer au tennis. Et à l'époque, notamment, en revenant de blessure, il avait un tel plaisir à être sur le terrain et juste à pouvoir jouer. C'était assez impressionnant. Et ensuite, c'est vrai qu'au niveau des souvenirs, ce que j'en garde, euh, il y a eu notamment sur notre deuxième tour, on avait joué sur le court numéro 3 qui est assez loin dans Wimbledon. Il y a eu une allée, une espèce de haie d'honneur autour de Andy avec tout le monde qui devenait fou. Et c'est vrai qu'être à ses côtés à ce moment-là, c'était un moment de dingue. Et même le match qu'on a joué aussi sur le court numéro 1 avec le toit qui s'est fermé en fin de match, c'est des souvenirs que je garderai toute ma vie. Et c'est pour ça que même si ça a été une décision difficile, voilà, je regrette pas forcément parce que ça m'a permis de vivre des moments que j'aurais peut-être pas vécu si j'avais dit non. Enfin, c'est sûr même. Il est réputé pour être très très drôle. Tu te souviens d'un bon fou rire que vous avez pu avoir ou je sais pas, d'un bon moment que vous avez Non, passé? c'est vrai qu'il a la connerie, hein. Mais comme là-dessus, comme la plupart des joueurs de tennis, parce que voilà, cette vie est quand même particulière et je pense que ça peut vite nous rendre un peu dingue et il faut quand même enfin, elle est très prenante, très fatigante. Et je pense que c'est important d'arriver à rire sur une année où on enchaîne, je sais pas, 30 semaines de tournoi, quoi. Parce que si on rigole pas, le temps il est long. Donc c'est vrai qu'il est drôle. Ils font que se chambrer avec leur kiné, leur entraîneur tennis, entraîneur physique. Ils se chambrent toute la journée, donc on s'est plutôt bien marré. Si le podcast vous plaît, venez nous le dire avec 5 étoiles et un avis sympa sur Apple Podcast. Ça nous motive à vous régaler chaque semaine.